Bonjour tout le monde. Alors pour commencer, on va traiter ce film comme il doit l'être, c'est-à-dire comme un film normal du MCU et non pas comme le dernier chapitre de la phase 3. Kevin Feige, le producteur du MCU, a déclaré non en fait, le film qui s'appelle Endgame, c'est pas la fin de la phase 3, ce sera Spider-Man Far From Home, qui ne présente absolument rien ayant un impact sur le MCU en général. Il y a des choses qui sont présentées dans ce film qui ont un impact vis-à-vis de Spider-Man lui-même, et encore, à mon sens, ça ne sera pas géré du tout, mais clairement, c'est pas un épisode ultra important, c'est un épisode qu'on peut zapper si on en a envie du MCU, et ça n'est pas la fin de la phase 3, c'est même pas, j'ai envie de vous dire, le début de la phase 4. C'est un peu le syndrome Ant-Man. Ant-Man 1, quand il avait fini la phase 2, et démarré la phase 3, alors que pas du tout. La phase 3, elle a été mise en place par Thanos depuis le début, et il y avait rien de spécial. Ouais, d'accord, on va dans la dimension quantique et ça a servi quelque part dans le truc. Il a vraiment fallu déformer le truc pour que la dimension quantique serve à quelque chose dans le truc. Peu importe. C'est juste pour dire, je vais pas le traiter comme une fin de phase, parce que c'est pas une fin de phase. Voilà. Et je vais pas non plus trop revenir sur la mise en scène de Jon Watts, parce que elle a rien de particulièrement notable. Comme d'habitude, c'est une mise en scène qui marche bien, mais qui a rien de spécialement notable, en fait. C'est juste pour dire, je vais pas aller à fond dans le détail sur la réalisation, les trucs dans ce genre-là. L'histoire, vous la connaissez, c'est donc Spider-Man qui part en vacances en Europe avec sa classe, et il y a des problèmes en Europe, parce qu'en Europe, il tombe sur Nick Fury, et sur Monsieur Beck, donc, se faisant surnommer Mysterio, qui est un homme qui se bat contre des monstres élémentaux qui ont commencé à apparaître un peu partout sur la Terre. Ça, c'est l'histoire de base. Il y a des révélations. Les personnes qui savent qui est Mysterio savent quel genre de révélation on peut avoir. Mais il n'y a rien de bien transcendant. En termes de réalisation, je peux pas dire grand-chose de spécifique, donc, voilà, dans la continuité d'un film du MCU, c'est bien fait. C'est pas un chef-d'œuvre, le chef du siècle, mais c'est bien fait, c'est très divertissant. Pour le coup, c'est très divertissant et vraiment bien réussi au niveau du divertissement parce que les scènes d'action sont assez dingues, assez chargées, des plans assez larges, la caméra virevolte et va dans tous les sens, mais tout reste très lisible. Il y a beaucoup d'événements qui se produisent en un plan, par exemple. Donc vraiment, les scènes d'action ont un gros impact et sont bien foutues, servis par une bonne 3D également, qui permet de mieux lire l'image parce que du coup, c'est bien séparé en profondeur, etc. Donc, et les mouvements de caméra sont intéressants mais nets. Il y a du motion blur, mais ils sont plutôt nets, donc du coup, on va quand même plutôt bien voir l'espace, etc. Donc voilà, ça passe au niveau divertissement, scène d'action, niveau humour également. Ned est toujours la chose la plus drôle de ces films Spider-Man, je trouve que c'est vraiment le personnage le plus marrant. Donc là encore, il l'est, le plus marrant. Et ils ont un peu mieux géré le mélange de l'humour au milieu des scènes d'action ou des scènes un peu sérieuses. Je vais parler notamment de tout ce qui tourne autour de la cloche quand il est à Venise. C'est bien intégré dans la scène d'action, ça se mélange bien. On a, comme souvent dans les films du MCU, un moment spécifique de bravoure, donc vraiment une scène qui est vraiment assez incroyable. Dans Doctor Strange, par exemple, on avait eu ça avec les scènes de baston où on commençait dans toutes les dimensions, mais il y avait vraiment que la scène de baston autour de l'ancien, quand l'ancien se battait contre le méchant du film, je sais plus comment il s'appelait, Matt Mikkelsen, qui jouait avec ses effets kaléidoscope, de fausse profondeur, de trucs dans ce genre-là. Le reste du film avait des trucs très intéressants, mais pas aussi chargé que cette scène-là. Là, il y a une scène comme celle-ci, vraiment un peu comme celle-ci en plus, qui joue autour des illusions, qui sont incroyablement bien faites, et la scène elle-même est incroyablement bien gérée, parce que ces illusions s'arrêtent jamais, et il y a un côté extrêmement cauchemardesque à la scène. Et en fait, c'est le seul véritable moment où tu sens Spider-Man être en danger. Il y a une astuce pour le mettre en danger pendant ce temps, mais j'y reviendrai un peu plus loin. On va revenir plutôt sur les défauts, en fait. C'est pour ça que je veux dire, j'essaye d'évacuer les trucs qui passent au début, donc grosso modo, oui, c'est divertissant et bien fait, parce qu'après, on va aborder les défauts. Donc, il y a vraiment ce côté cauchemardesque, en fait. T'as l'impression que Spider-Man n'arrive pas à se réveiller d'une scène de cauchemar et qu'il n'arrive jamais à savoir quelle est la réalité, quelle est l'illusion, et du coup, la scène devient vachement intéressante à ce niveau-là. La salle, pardon, autour de moi, a pas moufté pendant toute cette séquence. Et c'est à peu près le seul moment du film où ils ont à peu près tous fermé leur gueule. J'ai pas eu un public particulièrement cool, il y avait des enfants qui parlaient fort, des trucs dans ce genre-là, mais vraiment cette scène-là, tout le monde a fermé sa gueule parce que c'était... Et comme quoi, voilà, Marvel, vous pouvez mettre des trucs un peu durs et un peu compliqués des fois quand vos personnages sont en danger, les gens sont avec parce que justement ils ont appris à les apprécier déjà. Vous avez plus qu'à les mettre en danger et ça marche, mais c'est toujours un peu compliqué. Parce qu'on a toujours les problèmes d'écriture habituels. Souvenez-vous donc de cette séquence d'illusion, parce que je vais revenir vite fait avec un des problèmes plus loin. Mais je vais pas commencer par ça.
Je vais commencer par des trucs un peu plus généraux, avant d'arriver sur des trucs un peu plus importants pour le scénario. Parce que du coup, en commençant avec les trucs généraux, je peux éviter de spoiler les trucs importants qui seront du coup plus centraux, et du coup, je peux garder sur les trucs centraux les trucs les plus importants et dont je peux parler sans spoiler le film en fait. Même si, pour la plupart d'entre vous, vous savez à peu près ce qui va se passer, hein, parce que le personnage de Mysterio, vous avez l'air de tout savoir qui c'est. Alors voilà, maintenant qu'on a fait le tour, oui, c'est divertissant, c'est bien fait, c'est joli, etc., etc., c'est bien joué, c'est même drôle par moments. Voilà le problème, c'est que c'est toujours écrit avec le cul. C'est toujours écrit pour avoir des astuces et jouer et ne pas avoir à faire le truc compliqué, ne pas avoir à vraiment gérer les choses qui sont importantes. Typiquement, Spider-Man Homecoming s'était terminé avec Tante May qui ouvrait la porte de la chambre de son neveu, qui le trouvait en costume Spider-Man et qui nous faisait un « What the fuck ?» juste à la fin avant le générique. Comme c'était prévu, comme je l'avais prévu à ce moment-là, tout ça a été passé sous silence. Comment est-ce que Tante May a géré la situation? Comment est-ce qu'elle a réagi? Comment est-ce qu'ils se sont entretenus les autres? Les dilemmes moraux, etc. Tout le bordel? Oublié. Ça a disparu. Tranquillement. Et devinez pourquoi ça a disparu? Parce que elle a disparu aussi, Tante May. Parce que c'est tellement pratique de faire disparaître tout le cast de tes films Spider-Man entre deux films. Comme ça, tu peux récupérer le film... donc là, c'est le deuxième opus de Spider-Man, au final. Et t'as pas d'emmerde pour gérer tout ce qui était au milieu, en fait. Ils vont très rapidement évoquer le snap en début de film. Mais je vais y revenir un petit peu plus loin. Je voudrais rester un petit peu sur Tante May jusque-là, mais elle a, elle aussi, disparu entre deux trucs. Donc tout ça a évolué tranquillement en fait, entre deux films, et les trucs importants pour le personnage, les dilemmes moraux, les problèmes par rapport à sa famille, à ses liens privés, est-ce qu'il la met en danger, etc. Complètement oublié, poubelle. Et soyez prêts, hein, soyez prévenus avant de voir le film. Il y a exactement la même chose à la fin de ce film. Il y a à nouveau des personnages qui apprennent qui est Spider-Man, et ça, c'est géré comme quelque chose de grave, et vous allez voir que dans 3 films, on va récupérer le truc, et ça aura été géré. Ce sera pas un problème. Je sais pas, est-ce que je peux prendre le pari là-dessus? Parce que quand je parie quelque chose, je perds. C'est à chaque fois que je parie clairement quelque chose, c'est à tous les coups à ce moment-là que ça se produit pas. Mais je suis presque certain qu'on ne traitera jamais de ce qui vient d'être révélé à la fin de ce truc Spider-Man. Déjà, il n'y a pas d'autres Spider-Man prévus dans cette phase 4, donc pour l'instant en tout cas. Donc je vois pas trop où est-ce qu'il pourrait l'aborder, et je vois même pas ce que ça pourrait avoir d'important, en tout cas pas pour le MCU en général. Ça a quelque chose de spécifique à Peter Parker, mais même ça, on sait que c'est gérable dans cet univers-là. C'est un peu le problème de faire ça dans cet univers-là. Et là, dans le film lui-même, on a une scène comme ça, c'est tout ce qui tourne autour de MJ. Je vais rester superficiel, même si on l'aborde dans les bandes annonces par exemple, mais typiquement ça, ce genre de truc d'écriture, c'est un truc, ah bah dis donc, on voudrait qu'il y ait un truc, une révélation, quelque chose dans l'histoire, mais on voudrait pas que ça pose trop de problèmes et que le scénario puisse quand même avancer, et on voudrait que ça crée pas des prises de tête et que les personnages aient pas de trahison, et donc bah voilà, ce qu'ils ont fait dans le film avec MJ. Le snap, maintenant, qu'ils ont surnommé dans le film le blip ou l'éclipse. C'est peut-être le terme qui collerait pour les civils, quoi, ceux qui sont pas du coup au courant peut-être de ce qui s'est passé ou de pourquoi, mais je crois qu'ils sont quand même tous au courant de pourquoi, que c'est parce qu'il y a eu un claquement de doigts, donc pourquoi est-ce qu'ils appelleraient ça différemment dans l'univers, je sais pas trop. T'as l'impression que c'est juste pour se différencier un peu de l'univers réel, de notre univers à nous. Et alors typiquement le snap, c'est abordé pour l'humour. C'est abordé que pour ça. C'est abordé dans les 5 premières minutes du film uniquement. Et c'est juste pour signaler que ça a existé, et montrer les personnages y réagir, mais pas y réagir de façon réaliste, crédible, et surtout pas de pathos. Quand tu disparais de la civilisation pendant 5 ans, et tu reviens d'un coup, tu te poses des questions sur ce que tu vaux, sur ton importance, enfin, est-ce que tu méritais de revenir? C'est ce qui a fait péter un câble à Hawkeye dans le film d'avant. Tu réalises aussi que le monde a évolué sans toi. Imaginez, il y a des gens qui devaient être en couple, qui ont disparu, et quand ils reviennent, bah du coup, si ça se trouve, la personne avec qui ils étaient en couple, ils sont passés à autre chose, ils ont évolué, ils ont fait comme s'ils étaient morts, donc ils ont continué leur vie, ils ont trouvé quelqu'un d'autre. Comment tu fais du coup quand tu reviens et que tu te mélanges dans ce truc-là? Le snap, ça permettait de faire tous ces trucs-là en fait. Le snap, ça aurait été une source de scénarios, d'idées, ultra intéressantes à aborder. On aurait pu avoir justement dans ce film Spider-Man
comme méchant, quelqu'un qui a justement super mal pris le snap, le retour, qui est revenu justement pour découvrir que toute sa famille l'a abandonné et qu'il est plus rien, et qu'il a suffi qu'il disparaisse quelques secondes pour que d'un seul coup les gens s'en foutent et le sortent de leur vie, il va plus lui parler, et d'un seul coup le mec pète un câble et devient méchant. T'as un truc incroyable à aborder avec cette idée, avec les gens qui ont disparu pendant 5 ans. Le truc le plus profond qui soit sorti à propos du snap, c'est « Putain, maintenant mon petit frère il est plus grand que moi !» Avec le mec qui fait la gueule. Et tu fais... ouais... Vous savez, c'est un peu... vous savez, les bouquins pour enfants, et ben ça c'est mon premier drame. C'est donc un drame géré par l'intellect d'un enfant de 8 ans. C'est « Oh, mon petit frère il est plus grand que moi maintenant !» Ah ouais, c'est tout ce que vous avez à dire. Et voilà la question du coup. À quoi ça sert de faire un truc pareil? À quoi ça sert de faire un truc aussi grave, aussi important, si tu ne vas jamais le gérer? Dans Endgame lui-même, c'était passé sous silence avec un panneau d'ellipse qui fait 5 ans plus tard. Et ensuite, on a eu une salle avec une réunion avec Captain America qui fait une réunion de soutien pour des gens qui ont perdu des gens pendant le snap. Et c'est tout ce qu'on a eu. Ça n'a servi qu'à ça. Et à faire la fin de Infinity War en mode « Hey, vous avez vu, il y a plein de gens qui sont morts dans la partie 1 !» Ouais, sans deck, on se demande tout ce qui va se passer dans la partie 2, c'est grave qu'ils soient morts, j'ai jamais compris les gens qui avaient vraiment été marqués et touchés par la fin d'Infinity War, quoi, tu sais que c'est en 2 parties, tu sais très bien qu'il y a un truc, évidemment qu'on va avoir la revanche après, qu'ils vont tous revenir, enfin, avec les pouvoirs qu'ils peuvent manipuler, avec le gant et tout, évidemment, enfin bon, bref. Et c'est pareil, imaginez que Spider-Man soit revenu et que Ned soit devenu beaucoup plus grand, et plus adulte, que MJ soit devenu adulte, justement, et que, imaginez, il revient. Le film d'avant nous a vendu peut-être que MJ, donc on peut nous vendre le truc, ouais, en fait, je suis attiré par MJ, il revient, MJ a 19 ans, il a quel âge? Non, il a 16 ans. Donc oui, elle a 21 ans, disons. Donc il revient, imaginons, elle revient, elle a 21 ans. Et du coup, il peut plus sortir avec, et là, Gwen Stacy débarque! Il y a tellement de trucs à gérer, enfin tu peux faire tellement de trucs intéressants quoi, imaginez justement qu'il y a eu tout un truc avec Tante May qui est resté pendant 5 ans à pleurer la disparition de son neveu, et qui revient après, ça aurait été génial à gérer, non, tout est génial, tout va bien. Donc voilà, ensuite dans les facilités d'écriture, il y a tout le côté Spider-Man met en danger ses proches, qui n'ont jamais véritablement été mis en danger, ils sont toujours retrouvés là un peu par hasard, et à chaque fois qu'ils sont proches du danger, en fait ils sont jamais vraiment menacés. Dans le premier film, Homecoming, tous ses potes, enfermés dans un espace extrêmement restreint, se sont pris une bombe Shitori dans la gueule et n'ont pas eu une seule égratignure. Comment vous voulez qu'on imagine à un seul moment que ses amis pourraient être en danger? Vous pouvez même pas faire quelque chose entre 2 films quand il y a un snap. Vous croyez vraiment qu'on va croire que vous allez réussir à les mettre en danger dans le film? Ils sont toujours à 10 km du... Enfin bon, bref. Voilà, ça c'était un peu pour le truc général et l'entre-deux films, même si avec le tuto MG c'est un peu dans le film et puis le snap, mais c'était un peu l'entre-deux films. Maintenant pour le film lui-même, il y a d'autres facilités d'écriture qui sont assez catastrophiques. Premièrement, le Spider-Sense. Grand oublié de Civil War, d'Infinity War et de Homecoming. Non alors, grand oublié de Civil War et de Homecoming. Ils s'en sont souvenus dans Infinity War parce que il pourrait pas remarquer un énorme cercle avec un énorme vaisseau juste au-dessus de la ville de New York. Non, il faut que son Spider-Sense réagisse pour qu'on se dise « Ah oui, c'est vrai, on a oublié de vous dire dans le film d'avant, mais il a un Spider-Sense !» Donc, après tout ça, dans ce film-là, le Spider-Sense est en panne. C'est pratique pour que le personnage soit surpris tout le temps, qu'il puisse se faire choper, qu'il puisse machin, enfin... Et qu'il puisse mettre en danger dans certaines situations, genre les illusions. Parce qu'un mec qui a un Spider-Sense d'araignée qui sent véritablement ce qui est à côté de lui, évidemment qu'une illusion, il s'en branle un peu au final. Au début, vite fait, il va être un peu déstabilisé, mais au bout d'un moment, il va se fier à son Spider-Sense, quoi. On va trouver un truc. On a trouvé le truc. On va désactiver le truc pendant tout le film. Pourquoi ? Pourquoi le Spider-Sense ne marche pas pendant le film ? T'en sais rien. C'est un peu traité comme un trouble de l'érection. Parce que c'est rigolo, hein, évidemment. Et il y a des petits surnoms et des petits machins, mais c'est surtout une monstrueuse facilité d'écriture pour que le scénario puisse se produire. Et puis c'est pratique, du coup, ça t'explique aussi pourquoi est-ce que dans Homecoming, il s'est pas rendu compte qu'il rentrait dans sa chambre avec Ned à l'intérieur, parce que le Spider-Sense, ça sert pas à ça sert pas à savoir s'il y a quelqu'un dans un lieu quand t'as envie d'être tranquille, quoi. C'est... Évidemment...
Donc voilà, déjà la belle écriture qui reprend et qui continue, et donc voilà, donc c'est là à nouveau c'est film par film. Quand le film en a besoin, c'est utile. Quand le film en a pas besoin et qu'on veut que d'autres choses se produisent pour pouvoir te refaire des révélations et des machins, et ben là du coup on dit non, le Spider-Sense marche plus, mais on peut pas te dire pourquoi. Le mec est ado. Faites-lui un déséquilibre hormonal qui désactive ses pouvoirs, et c'est bon, c'est réglé, quoi. Y a que ça à dire. Non, on va juste dire, non, ça marche pas très bien. Ah oui, comme ça, du coup, c'est au spectateur de décider s'il a envie que le pouvoir marche ou pas dans la scène, ou s'il a envie de se dire, bah merde, j'aimerais bien que mon film soit bien écrit quand même. Donc voilà. Ensuite, on a la motivation de Spider-Man. Parce que c'est quand même génial, le yo-yo que fait ce gamin, tout de même. Donc dans Civil War, le gars veut être reconnu comme un super-héros et devenir un Avenger. Dans Homecoming, le mec veut être reconnu comme un super-héros, mais quand on lui propose d'être un Avenger, il fait « Non, en fait, non, un peu trop pour moi, je vais rester dans mon coin. Friendly Neighborhood Spider-Man. Je vais rester comme ça dans mon coin. » Infinity War et Endgame, oui, je veux être un super-héros et un Avengers. D'ailleurs, je vais partir avec toi, Tony, pour aller dans ton super vaisseau et je vais aller dans l'espace avec toi. Voilà, donc je veux être un super-héros, Far From Home, je veux plus rien. Je pars en vacances sans ma combinaison. Quand on m'appelle, je ne réponds pas. Et quand on me demande si je veux être le relève de Tony Stark, je dis « Eh ben non, pas du tout. » Alors que j'en ai eu envie que de ça pendant 3 films. C'est pratique quand même, d'avoir des motivations comme ça. Et alors, il y a tout ce truc que j'ai pas compris pendant tout le film. Mais en fait, tu le comprends parce que c'est en ça qu'ils arrivent à trouver un sens et une utilité au personnage. Mais en vérité, ça n'a aucun sens. Tout ce délire comme quoi, est-ce que Spider-Man est le prochain Tony Stark? Ben en quel honneur. Je veux dire, oui, d'accord, peut-être que le gamin est intelligent, mais enfin, il a rien prouvé pour l'instant, il a rien inventé de particulier, Tony Stark lui a fait toutes ses combinaisons, et puis je veux dire, excusez-moi, mais en tant que Avengers vivant, il reste Bruce Banner qui maintenant est le professeur Hulk, donc maintenant il est Hulk avec l'intellect de Banner, donc... Enfin voilà, quoi, pourquoi est-ce que ce mec-là pourrait pas gérer les Avengers, puisqu'il peut créer les produits scientifiques, il est ultra intelligent, on s'en est pas trop rendu compte dans les films, parce que Hulk c'est un comic relief, donc on peut pas le rendre super intelligent. Mais il est censé être intelligent, en principe, Banner. Au pire des cas, il y a Hawkeye qui est toujours vivant. Alors, je crois qu'il a pris sa retraite, mais il y a Hawkeye qui est toujours vivant. Il y a Doctor Strange qui est toujours là. Il y a Black Panther, bon, qui gère déjà le Wakanda à côté, mais enfin... Il a pas... Enfin, il peut faire un petit truc en plus, quoi. Les histoires des Avengers, c'est pas tous les jours non plus. Il y a des moments précis où il y a un danger à gérer. Donc en fait, j'arrive absolument pas à comprendre ce délire du « il faudrait que ce soit toi notre nouveau Tony Stark ». Ça n'a en plus pas de sens en termes de licence et de droit, parce que Spider-Man appartient toujours à Sony, ce film démarre grâce à Sony, on a le générique au début du film, merci Sony. Donc ce film commence quand même avec le logo de la Columbia Pictures, Sony Pictures, donc voilà quoi, il leur appartient toujours pas en fait, le personnage. C'est toujours un prêt, c'est toujours censé être fait sur quelques années pour permettre de faire certains trucs, etc., donc ce serait super casse-gueule de faire de lui le nouveau chef des Avengers, ça serait extrêmement compliqué. Ça peut être fait spécialement pour essayer de foutre Sony dans la merde, mais je crois que Sony a magnifiquement géré cette histoire de Spider-Man, et je crois qu'ils ont trouvé des astuces pour vraiment ne pas avoir à être forcé par le Marvel pour faire quoi que ce soit. Ça n'a aucun sens. Je comprends pas ce délire du « Ah, tu vas devenir le nouveau Tony Stark ». Mais en quel honneur? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a bien fait dans un film quelconque pour que vous puissiez vous imaginer ça une seule seconde, si ce n'est parce que ça arrange bien le scénario pour foutre le dilemme à Spider-Man, du coup, quoi. Ah bah tiens, je vais me poser pour la 4e fois la question de savoir si je veux devenir un super-héros. Oh, mon Dieu. Oui, et au passage, il a seulement 16 ans, hein, donc je confie pas les Avengers à un mec de 16 ans, moi, personnellement. Autre souci qui est posé par tout ça, c'est que manifestement, Tony Stark avait très envie que Peter le remplace. Et je voudrais qu'on m'explique à quel moment est-ce qu'il y a pensé, parce que Peter, il est mort depuis 5 ans, en principe, dans cette story-là, dans cette timeline, et Tony, il est mort alors qu'il savait pas qu'il allait mourir. Il savait pas qu'il partait pour une mission suicide, à la base. Bon, il savait que ça allait être très compliqué, mais il était pas sûr de pouvoir faire revenir Peter, et il savait pas forcément qu'il allait mourir, donc à quel moment est-ce que le mec a programmé de transférer certains trucs à Peter? Encore une fois, c'est génial. Tony Stark a un esprit qui avantage incroyablement les scénaristes, à chaque film. Pour aborder maintenant un truc beaucoup plus compliqué, parce que c'est beaucoup plus central à l'histoire, donc je vais essayer de le faire sans spoiler, mais ça va être compliqué. Mysterio, qui est donc notre nouveau personnage dans ce film, c'est un petit peu compliqué de créer un rapport intéressant à Mysterio, quand le mec a 4 scènes dans tout le film. Et à chaque scène, on a un rapport complètement différent à Mysterio. Première scène,
Alors je parle pas de scènes où on le voit, je parle de scènes où il parle, où il a de quoi présenter son personnage, parce que si on rajoute les scènes où on le voit se battre par exemple, il a 6 ou 7 scènes, mais il en a 4 de base. Donc, dans la première scène, il se présente, dans la deuxième scène, il commence à tisser des liens, dans la troisième scène, on a un retournement, et quatrième scène, c'est le climax. Alors tu fais... C'est un peu compliqué, surtout que Peter doit avoir une relation très fusionnelle avec Mysterio pendant le film, et avec la seule scène de discussion qu'on a eue, t'es pas quand même à te dire « Oh, dis donc, c'est vrai que ces personnages sont vachement proches, je vois tout à fait Peter lui faire confiance à ce point-là, et lui parler et ouvrir son cœur, et lui parler de plein de trucs, etc. » Ça me paraît extrêmement compliqué, que tout de même. Voilà, ça c'est tout ce que je peux dire à peu près pour l'attachement par rapport au personnage, et le développement, c'est vrai que tu comprends même pas pourquoi il est là. Enfin, tous les fans du comics savent exactement ce qu'il fait, enfin, quel est son dada, quel est son kiff, qu'est-ce qu'il aime bien faire quand on le met dans une histoire. Donc évidemment que, enfin, pour les fans de comics, c'est réglé. Et pour les autres, on n'a pas du tout assez de scènes pour pouvoir commencer à développer un attachement au personnage et pouvoir être investi dans les retournements qui ont lieu ensuite. La remarque qu'il fait sur les univers parallèles, la Terre 616 et la Terre 833, donc les terres des comics, alors qu'en principe, le MCU, c'est la Terre 199999. Alors, vite fait, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, mais c'est Mysterio, machin... » Je le savais déjà quand j'ai vu cet extrait du film. Et peu importe, parce que maintenant que t'as les vraies explications, maintenant que t'as les vraies révélations, cette phrase a encore moins de sens. Qui va aller chercher un truc pareil? Et comment est-ce que le mec est tombé comme par hasard sur ces 2 chiffres précis en cherchant son... Ça ne sert à rien. C'était un clin d'œil pourri. D'ailleurs, le seul autre film à avoir fait ce clin d'œil de façon aussi pourrie est le pire film du MCU, c'est Thor, Dark World. Thor The Dark World, c'était ça, le monde des ténèbres. C'est le seul film qui avait fait une allusion aussi au fait qu'on soit la Terre 616, alors qu'on n'est pas la Terre 616. La Terre qui est dans les films MCU, c'est pas la Terre 616. C'est pas ce truc-là. Et j'ai eu des débats là-dessus pendant des heures, parce que c'est Twitter, donc j'abandonne vite, avec des fans là-dessus, et tu fais... Oui, donc voilà, c'est effectivement ce que vous disiez. Mais comme je le dis, ça change rien, c'est toujours stupide, ça n'a pas de sens, c'est pas logique, ça ne colle pas avec ce qui est déclaré par la boîte elle-même, et donc en plus, c'est ce que c'est dans ce film, ça me sort par les trous de nez, quoi. C'est vraiment... c'était juste du fanservice, quoi. C'était juste pour faire un petit clin d'œil aux fans. Ça me gonfle. Dernier truc en ce qui concerne les facilités d'écriture qui entourent Mysterio. Ce qu'utilise Mysterio devrait laisser des traces très clairement identifiables et détectables. Je peux pas aller trop en détail, mais surtout quand t'as les compétences et les moyens qu'ont à leur disposition Nick Fury et Maria Hill, surtout avec ce qu'on nous révèle dans la scène post-générique, toute scène de toute fin. Donc clairement, en principe, on aurait dû voir ces trucs-là, enfin on aurait dû s'en rendre compte, en tout cas Nick aurait dû s'en rendre compte. Les lunettes, c'est géré par rapport à ce que je vous ai dit juste avant, mais dis donc, quelle facilité d'écriture, c'est quand même bien pratique, c'est bien géré. Et alors le truc qui est incroyable, que j'ai trouvé assez dingue en termes de... C'est con parce que c'est juste avant la scène des illusions, donc c'est dommage de gâcher tout le truc avec une mauvaise intro, mais je veux bien que le méchant soit capable de projeter des nouveaux environnements. Mais enfin, ça remplace pas une adresse sur le GPS. Il y a des personnes qui sont venues là, dans ce lieu précis, parce que c'est un lieu qu'ils connaissent, dans lequel ils ont préparé des trucs. Ça n'a aucun sens que le lieu soit un faux lieu. Complètement con. Ça n'a aucun sens. Voilà. Le petit truc qui sauve le personnage de Mysterio et que j'ai trouvé plutôt cool dans le film, qui est travaillé de façon intéressante, c'est que Mysterio est une métaphore d'un metteur en scène, en fait, d'un réalisateur, et c'est vraiment ça qui est... Enfin, c'est vraiment travaillé, quoi. Il y a une notion d'effets spéciaux, une notion de texte, une notion de trucs dans ce genre-là. Donc du coup, pour le coup, ce truc-là est bien travaillé. En même temps, ça aurait été difficile de pas travailler ça avec le personnage que c'est. Si vraiment on l'avait pas travaillé, ça aurait vraiment été fait par des tâcherons, quoi. Donc, ce qui n'est pas tout à fait le cas du MCU. Ça dépend des films, mais bon, voilà.
et j'ai beaucoup aimé comment est-ce qu'on a introduit alors je sais plus comment il s'appelle, mais le patron, en principe le patron de Peter Parker, quoi, le chef du journal qui arrête pas de chier sur Spider-Man et d'essayer de lui coller une mauvaise réputation. Très drôle de l'avoir transformé en ce truc-là, ça colle parfaitement au personnage, c'est une super bonne idée. Ça aurait été vachement intéressant à traiter dans un film Spider-Man, mais ils l'ont pas traité. Peut-être qu'ils le feront dans un autre film, mais en tout cas pour l'instant c'est pas fait, ce que je trouve un petit peu dommage. C'est très sympathique, c'est très divertissant, c'est de la comédie de voyage pour teenagers, il y a plusieurs, c'est un registre de film. Dans la comédie pour teenagers, il y a la comédie pour teenagers qui voyage dans le monde. Après, en tant que film du MCU, c'est pas spécialement notable, je pense pas que les événements qu'on voit dans ce film soient ultra importants et marquants pour le reste. Et même ce qui nous est présenté dans les scènes post-génériques a déjà été évoqué dans d'autres films. Alors, pas la première scène post-générique, parce que celle-ci concerne vraiment ce qui passe dans le film, mais la dernière scène post-générique, c'est quelque chose qui a déjà été mis en place dans Captain Marvel. Donc, je suis pas sûr que ce soit super intéressant de le mettre dans une scène post-générique, ça a pas servi dans le film véritablement, enfin bon. Comme d'habitude, on continue dans l'inutilité et à continuer une histoire qui a vraiment pas d'impact au final, dont l'impact est ignoré de film en film, voilà, ça passe comme d'habitude, mais c'est toujours pas particulièrement intéressant à suivre, même si c'est très divertissant et très réussi. J'ai passé un bon moment, peut-être même un meilleur moment qu'avec Homecoming, je dois dire. Mais on s'en fout, et vraiment maintenant je voudrais que l'histoire s'arrête, j'en ai marre. J'en ai marre, voilà. Mais c'est con, hein, parce que même si les films s'améliorent, au final maintenant, c'est bon, j'en ai trop bouffé. Comme d'habitude, je ne suis pas marqué. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.